tous, bon réveil, j'espère que vous avez bien dormi. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ce matin, on démarre cette édition par les grands titres à la une des journaux de notre région. Cyril, bonjour. Les journaux israéliens et palestiniens reviennent ce matin sur les circonstances qui ont conduit à la mort de ces deux jeunes palestiniens à Bétounia. C'était la semaine dernière pendant le jour de la Nakba. Oui, souvenez-vous Barbara, jeudi dernier, les Palestiniens commémoraient donc la Nakba, la catastrophe que représente pour eux la création de l'État d'Israël en 1948. Lors d'affrontements avec l'armée israélienne près de Ramallah, eh bien, 2 Palestiniens ont été tués. Depuis, la polémique sur les circonstances de leur décès ne cesse d'enfler. Il faut dire qu'une vidéo du même jour, immortalisée par des caméras de surveillance, montre les 2 adolescents s'effondrer subitement après avoir visiblement été touchés par des tirs. On n'en faudra pas davantage pour déclencher la litanie de Hanan Ashraoui, porte-parole de l'OLP. Il s'agit pour elle d'une exécution de sang-froid, un crime délibéré, un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Du reste, la communauté internationale aussi demande des comptes à Israël, écrit ce matin le journal palestinien Al-Quds, puisque l'ONU et les États-Unis ont réclamé aux autorités israéliennes une enquête impartiale et transparente pour faire la lumière sur les circonstances de cet incident. Pourtant, nous explique pour sa part le Israël Hayom, l'enquête du parquet militaire n'a pour l'heure pas établi de tir à balles réelles, si bien que le journal endosse même ce matin les thèses du ministre de la Défense israélien, Moshe Yaalon. Le journal gratuit proche du pouvoir laisse entendre que le film a peut-être été monté de manière tendancieuse, et le ministre israélien cité par le quotidien d'affirmer qu'il connaît parfaitement, dit-il, les méthodes de montage d'images des Palestiniens. Et à quelques jours de la visite du pape, les préparatifs battent leur plein à Ramallah et à Jérusalem, le tout avec des accents politiques. Oui, on s'affaire beaucoup, Barbara, de part et d'autre de la ligne verte, quelques jours avant la visite du pontife. Hier, c'était au tour du président palestinien, Mahmoud Abbas, d'adresser un message de bienvenue au pape François, un message relayé par le site d'information palestinien Maran, un message dans lequel il a affirmé que son peuple, musulman tout comme chrétien, n'oublierait jamais le soutien du Vatican à ses droits depuis la Nakba en 1948. Et puis vous le savez peut-être pas, Barbara, mais le pontife se rendra à Bethléem en hélicoptère, un moyen de transport rapide et confortable sans doute, oui mais voilà, trop aseptisé pour ressentir la souffrance des Palestiniens qui quotidiennement traversent un chemin de croix, si je peux me permettre, à cause de la barrière de sécurité qu'ont érigé les Israéliens autour de la ville natale du Seigneur Jésus. C'est en tout cas, c'est pas moi qui l'affirme, c'est en tout cas ce qu'affirme ce matin Anthony Habash, ce jeune chrétien palestinien que l'on voit ici sur cette image du Al-Quds, dans les colonnes donc du quotidien pro-gouvernemental palestinien. Alors qu'entend faire le jeune homme Anthony pour que son cri soit entendu par le pape? Eh bien, il entend offrir au chef de l'Église un cadeau original, un cadeau fort en symbole, une sainte croix spécialement moulée pour les besoins à l'occasion de la visite du Saint-Père, et à l'intérieur de laquelle Barbara, eh bien, il a collé des débris qu'il a lui-même fissurés avec son petit burin, des débris de la barrière de sécurité donc, qui entoure Bethléem. Voilà donc un cadeau original qui fera peut-être plaisir au pape François. Mais le voyage en hélicoptère reste prévu. Oui, tout à fait, bien sûr, tout à fait. Alors après Bethléem, le pape François, vous le savez, se rendra à Jérusalem, et j'apprends ce matin dans le Israël Hayom, justement, encore une fois, que l'évêque de Rome fera un arrêt inédit sur la tombe de Théodore Herzl. Théodore Herzl, vous le savez, c'est le fondateur du sionisme politique. Une réparation morale selon Israël Hayom, puisque il y a 110 ans, en 1904 exactement, le pape Pie X, qui avait accordé une audience exceptionnelle à Théodore Herzl, mais avait toutefois refusé de s'engager à faire une quelconque proclamation en faveur du sionisme. Le sionisme et les tombeaux, on les retrouve ce matin également sur cette caricature. Vous allez le voir, une caricature du journal Pro-Hamas Palestine, un caveau en forme de carte d'Israël avec ce titre « Israël prépare le terrain aux émigrants juifs de France et d'Ukraine ». Et on termine, Cyril, avec cette date anniversaire. C'était il y a 110 ans, jour pour jour. Oui, le 21 mai 1910. Et sur ce terrain, vous allez le voir, situé à quelques encablures de nos studios ici à Jaffa, qu'allait être baptisée la ville de Tel Aviv, un an seulement après que 66 familles juives se soient réunies sur une plage, pas loin d'ici, au nord de Jaffa, pour assister au tirage au sort des lotissements sur lesquels allaient être édifiées les premières maisons de cette excroissance du port de Jaffa, et qui deviendra la deuxième grande ville d'Israël avec, vous le savez, 400 000 habitants, une ville que l'on appelle la ville sans répit. Voilà, bon anniversaire. Merci beaucoup, Cyril. À tout à l'heure.
Mercredi 21 mai, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Les États-Unis et l'ONU exigent une enquête d'Israël sur la mort de 2 jeunes Palestiniens. Beitounia, la semaine dernière, une ONG a divulgué les images des affrontements. Tzahal dénonce un montage. La Syrie a démarré la destruction des derniers stocks d'armes chimiques. C'est ce que déclarent les États-Unis. Plusieurs mois de retard sur le calendrier prévu et 7% de l'arsenal toujours à détruire. Au Nigeria, le bilan est désormais définitif. 118 morts et 56 blessés dans le double attentat qui a frappé hier un marché très fréquenté de la ville de Jos. Les violences meurtrières se poursuivent dans le pays malgré la mobilisation contre les islamistes de Boko Haram. Et puis à noter que 20 gardes du camp d'extermination de Majdanek seront bientôt peut-être sur le banc des accusés. C'est ce que souhaite en tout cas le parquet fédéral en Allemagne. Les enquêteurs des crimes de guerre nazis ont révélé avoir identifié 20 anciens gardes du camp de la mort. Ils sont toujours en vie. Le procureur prépare une mise en accusation pour complicité d'assassinat. Et on en vient à notre dossier du jour. 388 millions d'Européens sont appelés à voter ce dimanche. Objectif, renouveler le Parlement européen pour les 5 prochaines années. Mais plus que jamais, une vague eurosceptique est annoncée. Elle pourrait entraîner des scores sans précédent pour les partis extrémistes, à droite et à gauche. On en parle dans un instant avec notre invité à Vie Primeur. Mais pour l'heure, regardez ce rappel des faits en images, signé Léa Berdugo. Le spectre d'un front eurosceptique se profile. À quelques jours des élections européennes, de nombreux sondages donnent les partis d'extrême droite en tête des intentions de vote. En Finlande, en Allemagne, mais également en France, où le Front national de Marine Le Pen pourrait rafler une vingtaine de sièges. Le souhait de la présidente du FN, créer un groupe commun au Parlement, avec pour objectif de freiner le train fou de l'Europe. Le signal des peuples européens, ce sera « Nous démarrons le grand retour des nations ». Au Royaume-Uni, la critique de l'Union européenne est également partagée par Nigel Farage à la tête du parti anti-européen UKIP et en tête des sondages. Son intention est plutôt claire. Rejoignez l'armée du peuple et utilisons le 22 mai comme une occasion de donner à l'establishment de ce pays le plus grand choc qu'il ait connu depuis une centaine d'années. Notre message, c'est que nous voulons que l'Europe nous rende notre argent, nous rende nos frontières. Nous voulons récupérer notre pays. Un peu plus à l'est, les partis d'extrême droite hongrois et polonais s'allient. Pour rafler le plus de voix possible, le Jobbik hongrois insiste sur les points communs entre les deux nations. 50 ans de communisme, 25 ans de politique de transition en Pologne qui a eu plus ou moins le même résultat qu'en Hongrie. Donc nous avons une vision à peu près similaire sur notre passé, notre présent et notre avenir. C'est donc une alliance très naturelle que nous cherchons en Pologne. Au-delà des alliances régionales, la construction d'un groupe eurosceptique au Parlement s'annonce compliquée. Beaucoup ne veulent pas répondre à la main tendue par le FN, considéré par certains comme infréquentable. Bonjour à Vie Primeur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes diplomate israélien, notamment ambassadeur d'Israël en Allemagne. D'abord, de façon très générale, est-ce que vous faites partie du camp des eurosceptiques ou de ceux qui croient encore en ce projet européen ? Est-ce qu'à votre avis, dans 50 ans, dans 100 ans, l'euro existera toujours, l'Union européenne existera toujours ? Oui, je le crois. Je crois que c'est irréversible. C'est un long chemin tortueux. Il y a des arrêts de temps en temps, mais il y a 2 aspects qu'il faut souligner. D'abord, que l'avance de l'Union européenne vers la fédéralisation de l'Europe ne s'était jamais vraiment arrêtée. Très, très tortueux, comme je dis, très doucement, très lentement, avec des arrêts fréquents, mais toujours dans le même sens. Il n'y a pas eu un seul cas de recul. On n'a jamais reculé de ce que l'on appelle l'acquis européen. Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile et tellement tortueux et tellement pénible ? Parce que ça repose sur un consensus, ça repose sur l'acceptation des populations et des gouvernements, alors que les fédérations que l'histoire a connues ont toujours été bâties par la force. Et elles ont tenu aussi longtemps que la force était là pour s'imposer. Et l'argument d'intérêts différents, de cultures trop différentes, vous n'y croyez pas ?
Bien sûr, mais c'est pour ça que c'est difficile. Mais si vous prenez, il y a un exemple en miniature d'une fédération qui a été bâtie par la volonté et non pas par la force, où il y a aussi des contradictions culturelles, linguistiques, économiques, c'est la Suisse. C'est en miniature. Mais ça tient pourquoi? Parce que ça repose sur un consensus, avec des débats, avec des difficultés, avec des luttes intérieures, des luttes intestines, qui y a d'ailleurs dans l'État national aussi. Ça existe aussi, les luttes intestines. Et dans la deuxième chose, c'est que de toute façon, le monde avance vers l'internationalisation. Enfin, le recul vers le pays vraiment indépendant, qui vit tout seul comme sur une île, c'est de l'histoire ancienne. Ça n'existe plus, ça ne colle plus avec l'évolution technique et dans intellectuelle. Dans la théorie, peut-être, dans les grands axiomes, mais est-ce que les États sont prêts à lâcher leur monopole politique au bénéfice d'un fédéralisme européen? Mais ça veut dire ce que vous appelez monopole. Il n'y a plus de monopole. Si vous comparez le monopole des États indépendants aujourd'hui, même un État comme les États-Unis, aussi puissant qu'ils soient, aussi indépendant qu'ils soient, comparez les États-Unis aujourd'hui avec les États-Unis il y a 50 ans, ou une centaine d'années surtout, vous verrez à quel point les États-Unis ont perdu en souveraineté. Parce qu'ils dépendent de plus en plus de la coopération internationale. C'est la tendance mondiale, c'est une tendance intellectuelle certainement, mais c'est avant tout une évolution technologique et économique. Alors comment vous expliquez ce qu'on prévoit aux Européennes, ce raz-de-marée des extrêmes, et notamment de l'extrême droite? Parce que quand ça va mal, les gens protestent. Et quand ils protestent, ils votent contre. Ils ne votent pas pour quelque chose, ils votent contre quelque chose. C'est l'Union européenne qui est responsable aujourd'hui des maux de l'Europe? D'abord, je crois que la plupart des électeurs en Europe votent contre leur propre gouvernement. Ils votent contre le parti qu'ils ont élu. Mais parce qu'il y a ces élections-là, ils se manifestent dans ces élections-là. Mais le fait que cette élection soit nation-centrée, ça ne veut pas dire que l'Europe a échoué quelque part? Les nations européennes composent ensemble l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas une superpuissance indépendante. Elle est l'ensemble de la volonté, des volontés des gouvernements européens. Et si l'Union échoue, c'est-à-dire que les gouvernements ont échoué. Mais pour le gouvernement, il est toujours très confortable de dire « c'est pas nous, c'est l'Union européenne qui nous a imposé ceci et cela ». Mais qui c'est l'Union européenne qui a imposé? C'est vous et vos partenaires, vous étiez là, vous auriez pu l'empêcher. Les gouvernements ont échoué et se servent de l'Union européenne comme d'un paravent, c'est ce que vous dites? En partie, oui. On accuse l'Union européenne pour des raisons populistes. Alors, on s'attend à un raz-de-marée, notamment du FN en France. Est-ce que vous pensez que ces résultats, s'ils se confirment, vont avoir un impact sur la politique française? Je crois que oui, parce que la politique française aura de moins en moins de marge de manœuvre. Et à mon avis, la raison, c'est que le gouvernement actuel de la France, le président actuel de la France, ou si vous voulez, les socialistes français ont perdu 2 ans en évitant de prendre des décisions vraiment pénibles. Ça va être une nouvelle claque pour François Hollande, ces européennes. Est-ce que Marine Le Pen va pouvoir exiger, par exemple, la dissolution après ces élections, après ce scrutin? Ça, je ne crois pas. D'abord, ce ne sont pas les élections pour l'Assemblée nationale à Paris. À quel point elles auront un impact sur Paris? Mais sur le plan moral, ça va peser. Le fait que la droite, l'extrême droite, la droite nationaliste en Europe dans son ensemble va peut-être atteindre le 20%, le 25% à Strasbourg, ça ne veut pas dire que le gouvernement français est immédiatement en péril, mais moralement, si, ça va peser, bien entendu. D'ailleurs, il faut dire encore une chose, 25%, s'ils obtiennent effectivement 25%, ne veut pas dire qu'ils seront un bloc d'un quart des députés, parce qu'entre eux, il y a des dissensions, et des dissensions très profondes. Finalement, étant donné que c'est un vote de protestation, c'est pas un vote pour, c'est un vote contre, c'est forcément une force négative qui ne pourra pas bâtir beaucoup de choses. Alors, dernière question, vous parlez des blocs, des dissensions à l'intérieur des blocs. Pour la première fois, cette année, le Parlement européen désignera lui-même le président de la Commission, l'équivalent d'un Premier ministre à un niveau de l'État. C'est ce qui va combler au déficit démocratique qu'on reproche tant aux institutions européennes? Mais c'est permanent.
Cette reproche existe depuis que je connais l'Union européenne. Ouais. J'ai été ambassadeur auprès de l'Union européenne dans les années 80. Alors, ça n'a pas changé vraiment. À l'époque, il y avait Jacques Delors qui était vraiment le très grand, le très admiré président de la Commission. Le fait est que le Parlement européen grignote lentement, mais régulièrement, des pouvoirs. De plus en plus, il prend des pouvoirs à lui. De plus en plus, il impose sa volonté sur le Conseil européen, c'est-à-dire les gouvernements européens, et sur la Commission, qui est l'exécutif de l'Union européenne. Ça va très lentement, pas à pas, comme tout va très, très doucement et très lentement dans l'Union européenne, mais ça va dans le sens de plus de démocratie. Parce que plus le Parlement a du pouvoir et plus la démocratie règne. Et on terminera sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup, Avi Primor, d'avoir été avec nous. On revient après un nouveau journal sur ces événements à Bétounia et les États-Unis, l'ONU qui exige une enquête d'Israël après la divulgation de ces images. Tsahal, je vous le rappelle, dénonce un vidéomontage. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On en vient à cette vidéo fournie par les Palestiniens. Elle accuse l'armée israélienne d'avoir délibérément tiré et tué 2 jeunes Palestiniens à Bétounia, entre Jérusalem et Ramallah. Ça s'est passé la semaine dernière lors des commémorations du jour de la Nakba. Il y a eu des affrontements entre des jeunes Palestiniens et l'armée israélienne. Tsahal n'a jamais reconnu les tirs à balles réelles et dément un vidéomontage. Maël Benoliel revient sur les faits. Moins d'une semaine après les affrontements du jour de la Nakba, une vidéo obtenue par une association humanitaire palestinienne et postée sur YouTube embarrasse aujourd'hui l'armée israélienne. Les images filmées à partir d'une caméra de surveillance palestinienne montrent en effet 2 manifestants palestiniens se faire tirer dessus à quelques minutes d'intervalle au checkpoint de Bétounia, près de la ville cisjordanienne de Ramallah. Des coups de feu qui sembleraient être à balles réelles et qui auraient été tirés par l'armée israélienne selon les auteurs de la vidéo, causant la mort des 2 manifestants. Pour l'OLP, il s'agit là ni plus ni moins d'une exécution délibérée de 2 adolescents palestiniens qui ont été abattus par des tirs venant de la prison d'Ofer la semaine dernière. Les 2 garçons n'étaient pas armés et ne représentaient aucune menace directe ou immédiate. Seul bémol, la vidéo de l'incident est une version après montage et ne permet pas d'établir avec précision la responsabilité des uns et des autres. Selon le porte-parole de Tsahal, jeudi dernier, des émeutes illégales et violentes se sont produites à Bétounia. La dite vidéo est montée de façon tendancieuse et ne reflète pas le niveau de violence qui a eu lieu pendant ces émeutes. Toujours est-il qu'une enquête a d'ores et déjà été ouverte du côté de Tsahal, qui réfute toute utilisation de balles réelles durant ces affrontements. Mathias Inbar, rédacteur en chef i24 News, merci d'être avec nous. Alors, depuis hier soir, les États-Unis et l'ONU de concert appellent Israël à ouvrir une enquête, mais ça n'a pas encore été fait ? Si, ça a été fait 1 heure quasiment après les faits, la semaine dernière. Et le porte-parole de l'armée israélienne et le porte-parole des gardes frontières, c'était l'unité qui était en poste au moment des manifestations dont parle Maël Benoliel dans ce sujet, ont annoncé en tout cas l'ouverture d'une enquête. Donc ça a été fait quasiment immédiatement après les faits, parce que selon en tout cas le porte-parole de l'armée israélienne et les gardes frontières, aucune balle réelle n'a été chargée dans les fusils des soldats qui étaient en poste ce jour-là. Alors précisément, quelle est la version que Tsahal avance ? Tout simplement, pour l'instant, uniquement des balles en caoutchouc ont été tirées et d'autres moyens de dispersion de foule. Voilà ce qui a été utilisé, la version officielle. La version officielle de Tsahal ne nie pas que ces 2 jeunes adolescents sont morts, ne nie pas qu'ils ont été tués, ni la version des faits avancés par les Palestiniens, à savoir l'utilisation de balles réelles. Alors précisément, on parle de balles réelles ou de balles en caoutchouc, c'est peut-être la grande question. Est-ce que une balle en caoutchouc ne tue pas à distance de 200 mètres. Est-ce que les consignes de Tsahal dans ce genre de manifestations, d'affrontements sont claires, sont balisées ? Est-ce que des balles réelles auraient pu être utilisées selon les normes de Tsahal ? Alors on va avancer de manière
chronologique et hiérarchique, normalement, tout soldat qui est mis en place pour ce type de manifestation sait comment réagir. Il a des responsables pour ce faire. Des balles en caoutchouc, lorsqu'elles sont tirées à distance, et on le voit sur ces images, elles sont tirées à une distance minimum de 150 mètres, voire 200 mètres, touchent, font mal, mais ne sont pas censées tuer. Si une balle réelle a été utilisée, c'est un ordre qui a été donné. Donc c'est la raison pour laquelle l'enquête, sans doute, prend un petit peu plus de temps pour enquêter, interroger tous les soldats et surtout leurs responsables directs, parce que à ce niveau-là, alors en analysant la vidéo, effectivement, les balles touchent, font mal et sont précises. Donc effectivement, la version des faits avancés par les Palestiniens aujourd'hui confronte celle des Palestiniens d'une balle réelle. Il se trouve que dans le passé, il y a déjà eu des cas de tir. Les Palestiniens ont immédiatement accusé Israël, en l'occurrence en 2004, dans le camp de Balata à côté de Naplouse, où un enfant, Khaled Walwil, de 6 ans, avait été tué d'une balle dans le cou. C'était une balle perdue. Les Palestiniens ont d'abord accusé Israël. Après enquête, eh bien, il s'agissait d'un tir de Kalachnikov qui avait rebondi sur une tôle et qui était reparti sur l'enfant. Donc effectivement, tiré par qui ? Tiré par les Palestiniens. Donc il y a eu, à l'époque, c'était en 2004. Amnesty International a émis des rapports sur le fait qu'Israël, de temps en temps, a eu la gâchette facile. C'est du moins, en tout cas, la version avancée par Amnesty International. Tsahal s'en est défendu, a ouvert déjà des enquêtes dans le passé. Certains soldats ont été accusés, d'autres non. En tout cas, la preuve a été avancée sur le fait que les soldats israéliens n'étaient pas impliqués directement dans ce genre de cas. Difficile, effectivement, très difficile de comprendre à l'heure actuelle où on se parle ce qui se passe. Alors, président, ce qui permettra peut-être de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, c'est une autopsie des corps des 2 jeunes Palestiniens. Le père d'un des 2 a accepté de déterrer son fils pour faire l'autopsie. Qui serait chargé de s'en occuper pour que l'expertise soit finalement acceptée tant par les Israéliens que par les Palestiniens? Mais c'est clair, si c'est fait par des experts à Ramallah, eh bien ça ne sera pas accepté par Israël. Si c'est fait à Abou Kabir, qui est le dépôt légal la morgue israélienne, en tout cas pour les victimes tant israéliennes que palestiniennes dans ce genre de cas, ça ne sera pas accepté côté palestinien. Pour ce faire, il faudrait effectivement des experts internationaux. L'un des détails qui permettra effectivement d'établir la responsabilité d'un ou de l'autre camp, c'est la douille, ou alors l'impact de la balle, ou alors concrètement, sans rentrer dans les détails, la circonférence du trou par lequel est rentrée la balle. Si c'est un fusil M16, il est fort à parier qu'il s'agit d'un fusil israélien. Si c'est une balle de Kalachnikov, eh bien forcément, comme les soldats israéliens n'utilisent pas des Kalachnikov ou des revolvers, eh bien cela impliquera immédiatement les Palestiniens. Toujours est-il que l'un et l'autre vont se renvoyer la balle si ce ne sont pas des experts reconnus par l'un ou l'autre des parties. Merci beaucoup, ou l'autre des parties. Mathias Inbar. Je vous en prie. Mercredi 21 mai, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. Les États-Unis et l'ONU exigent donc une enquête de la part d'Israël sur la mort des 2 jeunes Palestiniens tués à Beitounia la semaine dernière. Une ONG a divulgué les images des affrontements. Tsahal dénonce un vidéomontage. La Syrie a démarré la destruction des derniers stocks d'armes chimiques. C'est ce que déclarent les États-Unis. Plusieurs mois de retard sur le calendrier prévu et 7% de l'arsenal toujours à détruire. Au Nigeria, le bilan est désormais définitif. 118 morts et 56 blessés dans le double attentat qui a frappé hier un marché très fréquenté de la ville de Jos. Les violences meurtrières se poursuivent dans le pays malgré la mobilisation contre les islamistes de Boko Haram. Et puis à noter que 20 gardes du camp d'extermination de Majdanek seront peut-être bientôt sur le banc des accusés. C'est ce que souhaite en tout cas le parquet fédéral en Allemagne. Les enquêteurs des crimes de guerre nazis ont révélé avoir identifié 20 anciens gardes du camp de la mort qui sont toujours en vie. Le procureur prépare une mise en accusation pour complicité d'assassinat. L'actu internationale à présent, c'est en quelques clics et c'est avec vous, Betsabé. Et on commence avec ce double attentat qu'on a annoncé en titre au Nigeria hier dans la ville de Jos. Tout à fait. Alors que s'est-il passé, Barbara? Eh bien, un double attentat donc dans un marché à Jos. C'est au centre du Nigeria. Un camion piégé a explosé, puis ensuite un minibus piégé. Les témoins décrivent sur place des corps brûlés, des corps déchirés, des victimes qui seraient majoritairement des femmes. Et selon le Washington Post, ces attentats montrent
montre la propagation des actes de Boko Haram au Nigeria. Le groupe terroriste qui n'a pas froid aux yeux, Barbara, alors que la communauté internationale déjà a les yeux braqués sur lui depuis l'enlèvement de près de 200 jeunes lycéennes, c'était à la mi-avril. Comme le relève aussi la presse régionale, Boko Haram menace donc désormais le sud chrétien. Jos est une ville majoritairement chrétienne. Le temps togolais explique que ces nouvelles attaques qui se sont produites hors du fief habituel de Boko Haram prouvent que le mouvement rebelle ne compte pas se limiter au nord du pays. Boko Haram qui n'a pas revendiqué cette attaque, mais on reconnaît le schéma, le même que plusieurs autres attentats qui, eux, ont été revendiqués par le groupe et qui ont fait, je vous le rappelle, plusieurs centaines, plusieurs dizaines en tout cas de victimes, plus de 100. Voilà pour le Nigeria ce matin. Et puis on apprend également que Washington s'est engagé à ne plus utiliser de campagne de vaccination factice à des fins d'espionnage. De quoi s'agit-il ? Alors c'est une information qui a été relevée par RFI. Donc les États-Unis s'engagent à ne plus recourir à ces campagnes de vaccination pour espionner. En fait, un genre d'espionnage qui avait été utilisé, je vous le rappelle, par les services de renseignement américains quand ils cherchaient à localiser Oussama Ben Laden. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Alors à l'époque, la CIA avait organisé une campagne de vaccination contre l'hépatite B dans une région du Pakistan, la région d'Abbottabad, dans l'espoir en fait de recueillir l'ADN de la famille d'Oussama Ben Laden afin de pouvoir le localiser. Alors en fait, il ne vaccinait pas du tout. Il vaccinait, mais en fait c'était une campagne qui servait surtout à espionner. Il se vaccinait. Alors qu'est-ce qui était relevé ? D'une part qu'en fait la campagne n'a pas servi à localiser Oussama Ben Laden. Il a été repéré par d'autres moyens. Ensuite, le médecin qui a aidé à cette campagne, et c'est pour ça que la campagne est visée pour les associations, le médecin pakistanais, lui, est toujours incarcéré pour haute trahison. Il subit une purge de plus de 30 ans de prison. Enfin, ça a poussé des régions entières à ne pas vacciner leurs enfants contre la polio, justement. De se faire espionner. Voilà, exactement. Ensuite, bien sûr, les personnels médicaux de ces campagnes médicales étaient visés par des attentats régulièrement. Donc là, les États-Unis ont annoncé on arrête, on ne le fera plus. C'est ce qu'ils prétendent, en tout cas. Toujours aux États-Unis, Betsabé, on parle de cette campagne de pub sur des bus. Ça se passe à Washington. Il est affiché en grand des photos d'Adolf Hitler. Oui, des publicités qui se trouvent sur une vingtaine de bus à Washington. Donc, elle dénonce, je cite, une haine islamique des Juifs, haine qui se trouverait, Barbara, dans le Coran, toujours selon ces publicités d'un goût douteux. Regardez, elle montre une photo du dictateur nazi en train de discuter avec Hadj Amin al-Husseini, donc le grand moufti de Jérusalem pendant la Seconde Guerre mondiale, qui serait, selon la pub, son fidèle allié, donc le fidèle allié d'Hitler. Alors, quel est l'objectif de cette campagne commandée par l'organisation American Freedom Defense Initiative ? Freiner l'aide américaine aux pays islamiques. On peut lire 2/3 de toute l'aide américaine va à des pays islamiques. Arrêtez le racisme, arrêtez l'aide aux pays islamiques. Les bus qui précisent quand même, écrit en tout petit, que la publicité est payante et que donc elle ne reflète pas les vues des sociétés de transport. Une façon sans doute de contenir la provocation. Notez qu'on devrait voir ces charmants slogans jusque mi-juin. On sait qui est cette association Freedom Defense Initiative. Pas beaucoup d'infos, mais évidemment probablement un lobby un petit peu trop motivé. Voilà, douteux peut-être. Agressif peut-être. Et des bus, on passe au train. Ça se passe en France, à la SNCF. J'ai pas résisté à l'information. Alors, plutôt insolite, hein ? Tout à fait, la SNCF a commandé, insolite, mais vous allez voir quand même, ça sérieux coup dans le budget de la SNCF qui a commandé des centaines de trains trop larges, Barbara, et oui, il fallait y penser. 1200 quais sont trop proches des voies, en fait, pour laisser passer ces nouveaux trains qui sont un peu trop gros, des TER, et où il semblerait que les savants ingénieurs de la SNCF aient omis de vérifier la réalité sur le terrain. Mon Dieu. L'info nous venait du Canard enchaîné, elle a été reprise, bien sûr, avec beaucoup d'empressement par le Parisien, qui relève aussi que cette erreur de quelques centimètres pourrait, Barbara, coûter des centaines de millions d'euros à la SNCF, qui bien sûr n'en avait pas besoin. Alors heureusement, toutes les nouvelles rames qui étaient 2000 quand même ne sont pas à jeter ou à raboter. L'écartement entre deux quais ou entre le quai et la voie n'est pas le même dans toutes les gares de France. Donc dans certaines gares, ces gros trains vont réussir à passer. Et dans les autres, on fait comment ? Pour les autres, je pense qu'il va falloir effectivement soit les raboter, soit les refiler à un pays qui en voudra bien. Relevons aussi que le projet partait d'une bonne intention quand même, oui, puisque ces 20 cm
qui ont été ajoutés donc au train ancien. Ils avaient pour but de quoi ? De donner un petit peu plus d'espace aux passagers de ces trains, un peu plus de confort. Alors Le Monde s'est lui aussi emparé de l'info plutôt rocambolesque, rappelant que quand même ça faisait 5 ans que la SNCF et les régions françaises planchaient sur le projet. Et bien pendant ces 5 ans, ils n'ont pas pensé à vérifier qu'il y avait assez de place pour faire entrer ces gros trains. Vérifier la largeur. Effectivement. Tout simplement. Et on finit Betsabé par une info qui va intéresser tous ceux qui prennent l'avion. Qui m'intéresse aussi. On est souvent malade après un vol d'avion, c'est vrai. Et on sait désormais pourquoi. Oui, alors c'est pas forcément votre voisin qui toussait ou qui était malade à votre droite ou à votre gauche qui vous a rendu malade. En fait, ce n'est pas la menace à prendre le plus au sérieux. C'est une étude réalisée par l'université d'Auburn, c'est dans l'Alabama. Elle a été publiée par le Washington Post. Alors les chercheurs ont utilisé 2 bactéries aussi simples que dangereuses, donc des bactéries qu'ils ont disposées en laboratoire sur des surfaces qui sont touchées par les passagers dans un avion. Alors résultat, le staphylocoque doré, en fait le plus commun des staphylocoques, reste, attention, 168 heures dans la petite pochette située devant vous, accrochée sur le siège de devant, là où vous mettez votre portable ou vos mantos. Et ensuite, 96 heures, un peu moins, mais quand même, près de 4 jours, pour une forme désagréable de l'E. coli, donc un virus qui entraîne vomissement, crampes abdominales, etc. Lui, il reste accroché aux accoudoirs du siège. Donc les bactéries résistent et pour plusieurs jours. Les bactéries résistent. Alors il y en a aussi sur le plateau, évidemment, sur la chasse d'eau. Donc on espère que les protocoles de nettoyage dans les avions sont à la hauteur de ces défis. Sinon, on nettoie nous-mêmes avec des lingettes. Vous devez me voir dans un avion. Oui, comme au bureau quand vous arrivez. Ouais. C'est ce que je fais. Faut frotter quand même. Apparemment, ça résiste. Merci beaucoup, Betsabé. À suivre dans le Morning. L'actu ce matin, c'est aussi cette visite de Vladimir Poutine en Chine, en plein bras de fer avec l'Occident à cause de la crise ukrainienne. Et bien, le président russe a besoin plus que jamais de renforcer cette grande alliance sino-russe. On y revient après un nouveau journal. L'actu ce matin, c'est aussi cette visite de Vladimir Poutine en Chine. Elle a démarré hier en plein bras de fer avec l'Occident autour de la crise ukrainienne. Et bien, le président russe a besoin, vous en doutez, plus que jamais de sceller cette alliance sino-russe. Poutine pourrait le faire, notamment grâce à ce qu'on prédit être le contrat gazier du siècle. Il est en préparation depuis plus de 10 ans. Rappel des faits en images. 10 km, c'est peu, mais à la fois tout un symbole. Les troupes russes ont reculé de la frontière ukrainienne où elles étaient postées depuis des semaines. Un geste d'apaisement bienvenu alors que l'Est de l'Ukraine est toujours en proie à de fortes divisions entre pro-russes et pro-occidentaux. Certaines villes sont encore sous le contrôle des séparatistes. Et ce mardi, l'homme le plus riche d'Ukraine, un grand patron dont les usines sont situées à Donetsk, a appelé ses quelques 300 000 employés à manifester pacifiquement contre les séparatistes. Je fais appel aux collectifs de travailleurs. Je leur demande de sortir demain de leur lieu de travail pour une manifestation d'avertissement. Et cette manifestation commencera demain à midi au son des sirènes des usines, de chaque usine du Donbass, pour soutenir la paix et contre l'effusion de sang. Un appel également suivi par les automobilistes de Donetsk qui ont utilisé leur klaxon en signe de protestation anti-russe. Menacée à l'ouest, la Russie, elle, est à la recherche de soutien et c'est à l'est, en Chine, qu'elle espère les trouver. C'est peut-être le début d'un nouveau front qui s'oppose aux Occidentaux. Au programme, gros contrats et coopération militaire. Nous allons étendre notre coopération sur des grands projets qui seront bénéfiques pour les deux parties. Nous allons augmenter la force et la compétitivité internationale de la Chine et de la Russie. Par conséquent, le président Poutine et moi avons décidé de mettre en place plusieurs comités de haut niveau pour améliorer fortement la coopération pour ces grands projets. Les discussions ont tourné autour d'un contrat pour l'exportation de gaz russe, des négociations commerciales qui n'ont pas encore abouti, mais qui sont très stratégiques. Une alliance russo-chinoise pourrait changer la donne en Ukraine et dans le conflit qui oppose la Chine au Japon au sujet des îles Senkaku.
Bonjour Eliezer Chargorodsky, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques et spécialiste de la Russie à l'université Bar-Ilan. Est-ce que cette visite de Poutine va sceller une alliance indéfectible entre les deux grandes puissances? Il faut savoir que c'est avant tout une alliance d'intérêt, vu que Poutine actuellement mène une politique où ses rivaux principaux ils sont à l'Occident, c'est l'Europe occidentale, c'est les États-Unis. Elle a naturellement besoin d'alliés tant au niveau économique qu'au niveau politique dans cette dynamique de l'affrontement et de la confrontation. Alors précisément dans ce bras de fer avec l'Occident, un mot du calendrier de cette visite. Elle intervient à quelques jours des élections en Ukraine. Est-ce que Pékin pourrait jouer un rôle de médiateur dans cette crise ukrainienne? Je pense que Pékin joue surtout un rôle de renforcer la carte russe, où la Russie se présente maintenant comme une puissance qui a aussi trouvé réponse à sa vulnérabilité économique face aux sanctions de l'Occident. Et si en Ukraine on avait encore espoir quant aux pressions économiques et autres et aux sanctions que pouvait exercer ou que peut exercer l'Occident face à la Russie, et bien maintenant la Russie peut dire écoutez, vous pouvez mettre de côté vos espoirs parce que le côté économique, notre vulnérabilité, eh bien nous avons trouvé réponse et appui du côté de l'Asie et de la Chine. Alors justement, on parle d'un grand contrat, le contrat du siècle peut-être, qui va être signé pendant cette visite du gaz russe livré à la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les ressources énergétiques qui scellent finalement les alliances? Écoutez, il faut savoir que la Russie, elle n'a pas beaucoup de cartes au niveau économique. La carte principale, elle en a deux véritablement. C'est la carte militaire, l'industrie militaire, et les stocks militaires d'armement qu'elle a encore chez elle. Et c'est effectivement la carte énergétique. Maintenant, si l'Europe disait, écoutez, si elle était prête à payer le prix de renoncer, ne serait-ce qu'en partie, au gaz, au pétrole et aux ressources russes, eh bien maintenant, même cette menace perd de son caractère véritable. Pourquoi? Parce que la Russie, effectivement, elle est bien nouée alliance avec la Chine. Mais je pense que je voudrais mentionner une chose supplémentaire, c'est que c'est une alliance pas seulement entre deux blocs économiques, politiques, mais entre deux blocs civilisationnels. La civilisation confucéenne, ce qu'on pourrait appeler de Chine, et la civilisation slave, provo-slave, orthodoxe de Russie, qui sont les plus grands rivaux véritablement aujourd'hui de l'Occident. Et là, ils veulent se positionner dans une politique revanchiste, quelque part dans une politique qui va rendre la monnaie de la pièce à l'Occident. Merci beaucoup, Eliezer Chargorodsky, d'avoir été avec nous ce matin. Mercredi 21 mai, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité. Les États-Unis et l'ONU exigent une enquête d'Israël sur la mort de 2 jeunes Palestiniens à Bétounia. La semaine dernière, une ONG a divulgué les images des affrontements. Tzahal dénonce un vidéomontage. La Syrie a démarré la destruction des derniers stocks d'armes chimiques. C'est ce que déclare la Maison-Blanche cette nuit. Plusieurs mois de retard sur le calendrier prévu et 7% de l'arsenal toujours à détruire. Au Nigeria, le bilan est désormais définitif. 118 morts et 56 blessés dans le double attentat qui a frappé hier un marché très fréquenté de la ville de Jos. Les violences meurtrières se poursuivent donc dans le pays malgré la mobilisation contre les islamistes de Boko Haram. 20 gardes du camp d'extermination de Majdanek, bientôt sur le banc des accusés. C'est ce que souhaite en tout cas le parquet fédéral en Allemagne. Les enquêteurs des crimes de guerre nazis ont révélé avoir identifié 20 anciens gardes du camp de la mort, toujours en vie en Allemagne. Le procureur prépare une mise en accusation pour complicité d'assassinat.
bien ce qui fait le buzz, ce qui fait l'actualité ce matin sur Internet avec vous, Rudy. Bonjour. Et on démarre avec le chiffre du jour. Oui, le chiffre, c'est 17 500, soit le nombre de tweets antisémites postés sur le Twitter espagnol suite à la défaite du Real de Madrid face au Maccabi Tel Aviv en basket. C'était dimanche soir, on en a beaucoup parlé, alors que les Israéliens fêtaient leur victoire. Le mot-clé puto de judíos, je vous traduirai pas, vous l'aurez compris, se hissait en tête des tendances sur le réseau social, donc en langue espagnole. Alors hier, 12 associations juives d'Espagne ont réagi en déposant une plainte commune. 5 tweetos ont d'ores et déjà été identifiés pour être inquiétés pour incitation à la haine et à la discrimination. Le responsable associatif qui est à l'origine de cette plainte a décidé de saisir la justice après avoir lu des tweets ignobles comme les juifs au four ou les juifs aux douches. C'est dire le niveau de ces tweets. Est-ce que ça veut dire que l'Espagne est un pays plus antisémite qu'un autre ? Alors, selon le rapport de l'organisation Anti-Diffamation League, l'Espagne est le 3e pays d'Europe après la Grèce et la France qui a le plus fort taux d'antisémitisme. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a que très peu de juifs en Espagne, seulement 12 000. Donc l'antisémitisme espagnol se nourrit donc surtout de fantasmes. Et c'est d'ailleurs un classique, selon une autre étude de la même organisation. Moins il y a de juifs dans un pays, plus il est antisémite. Voilà. Pour l'Espagne, on part direction l'Iran. Rudy, on en parle beaucoup avec vous. Cette ouverture, soi-disant, du président, du nouveau président iranien, mais d'un autre côté, une répression contre Internet. Cette mauvaise nouvelle qu'on apprend ce matin, on l'avait diffusé, le clip Happy, version iranienne, avait fait le tour de la toile. Mais malheureusement, les 6 jeunes ont été arrêtés. Oui, alors j'en parle souvent ici quand je parle d'Iran. L'expression, je l'emploie, l'expression souffler le chaud et le froid. Eh bien, ce matin, 2 infos liées au net vont illustrer cet énième paradoxe iranien. On commence avec donc la bonne nouvelle. Ce sont ces déclarations du président Hassan Rouhani qui, dimanche dernier, a demandé à son ministère de la Communication d'améliorer la vitesse de l'Internet. Il a ajouté que l'époque des messages à sens unique était arrivée à son terme et qu'au final, Internet n'allait pas nuire à la fois des jeunes comme pourraient le craindre certains conservateurs. Alors ça, donc, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise, vous l'avez dit, c'est le sort des jeunes qui ont réalisé cette vidéo qu'on a déjà vue dans le Morning. On regarde. Pourquoi ils ont été arrêtés, ces jeunes ? Ils ont fait quoi de mal ? Eh bien, ils ont été arrêtés pour avoir tourné et diffusé cette vidéo sur Internet, tout simplement, notamment aussi parce que les femmes, vous l'avez vu, y apparaissent non voilées. Alors, le chef de la police iranienne a qualifié cette vidéo de vulgaire et les a accusés, je cite, de heurter la chasteté du public iranien. Il a indiqué que les accusés ont, et je cite aussi, ont avoué leur acte criminel. Rien que ça, dans le fond, en fait, ce qui est derrière cette affaire, c'est la peur des plus conservateurs en Iran de voir les jeunes adopter un mode de vie plus occidental. Alors sur Internet, les réactions ne se sont pas faites attendre. La réaction la plus marquante, eh bien, c'est tout simplement celle de Pharrell Williams lui-même, qui a tweeté il y a quelques heures « Je suis triste pour ces jeunes qui ont été arrêtés pour avoir distribué du bonheur ». Un hashtag a été créé, Free Happy Iranians, et les réactions sont très nombreuses, surtout dans la communauté iranienne de diaspora. Par exemple, ce tweet de Trita Parsi, « Le peuple iranien ne peut pas être forcé à vivre dans un monde où l'enrichissement est un droit, mais dans lequel on n'a pas finalement le droit au bonheur ». Certains comme Ali jouent l'arroseur arrosé et interpellent directement sur Twitter les comptes de Rouhani et de Javad Zarif eux-mêmes en leur disant que c'est scandaleux. Que pouvez-vous faire ? Et enfin, Golnaz nous rappelle que depuis 35 ans, et donc depuis la révolution islamique en Iran, des milliers d'Iraniens ont été arrêtés au motif d'avoir été heureux. Free Happy Iranian, c'est le hashtag du jour, ça va être le hashtag du Morning aujourd'hui également. On les soutient. Allez, on parle d'un flash mob
émouvant, particulier. Oui, dimanche, ce sera en France la fête des mères et cette histoire de vidéo virale est aussi belle que dramatique. Alors c'est l'histoire d'Amy, une femme de 56 ans qui se bat depuis quelques années contre un cancer très agressif et les médecins lui ont annoncé il y a peu qu'elle était en phase terminale. Alors voulant saluer son courage et sa joie de vivre, sa famille a voulu lui faire un cadeau tout simple, une belle surprise. Je vous propose de regarder, c'est ce qu'on appelle dans le langage internet un flash mob, une sorte de danse synchronisée, une grande tradition. On regarde. C'est incroyable. C'est une belle vidéo. Elle a été émue. Ouais, très émue. On C'est la très comprend. émouvant. C'est très émouvant. Ils étaient tous là Ouais, pour tous lui ses faire amis. plaisir. On termine, Rudy, par, c'est désormais une tradition, les nouvelles entrées au dictionnaire des mots Internet. Oui, qui viennent d'Internet. Qui viennent d'Internet, incontournable. Alors on l'a dit, on l'a répété même peut-être trop, selfie, ça a été le mot de l'année 2013, il est rentré dans le très prestigieux dictionnaire d'Oxford. Alors cela révèle que le net est une source comme une autre de plein de nouveaux mots qui viennent enrichir la langue. Alors pour la prochaine édition du dictionnaire Collins, l'éditeur a décidé de lancer un concours et de demander aux internautes eux-mêmes de voter pour le mot qu'ils souhaiteraient voir rentrer au dictionnaire l'année prochaine. Alors vous avez le choix entre 9 nouveaux mots. Et il faut en choisir qu'un seul ? Il va falloir en choisir qu'un seul. Et on voit d'ailleurs lesquels tiennent la corde si vous allez sur le site de Collins. Alors par exemple, le no make-up selfie, c'est le fameux selfie au naturel sans maquillage. Donc c'est un des mots proposés. Où il y a encore felfie. Felfie, c'est-à-dire selfie de fermier avec d'ailleurs. C'est très populaire. C'est très populaire. Et les meilleurs sont avec un animal en second plan. Je savais pas. Avec une chèvre, ça marche très très bien. D'accord. Ou encore plus politique cette année, le mot Euromaidan, symbole des pro-européens ukrainiens, devenu un nom propre à force d'être utilisé sur le net. Et personnellement, je l'avoue, moi j'ai voté pour Duckface, ces photos où les gens se mettent leur bouche en canard et avec une illustration parfaite. Mais regardez, voilà, on a une illustration parfaite. Elle est même pas là pour se défendre, Ah non, Virginie. elle pourra se défendre dans une petite vingtaine de minutes. Mais pourquoi c'est les filles surtout qui font ça? Pourquoi elles font ça, les filles, quand elles posent? Alors, ça vient du tout début du sur selfie. Internet. Je sais pas, c'est une pause. Alors après, il y a quelque chose de naturel dans le duckface. Il y a beaucoup de la bouche en cœur. Ouais, la bouche en cœur. Il y a beaucoup de parodies qui ont été faites sur Internet sur ce duckface. Et c'est un des j'ai plein de premiers copines qui font ça et je trouve ça c'est un réflexe du selfie. ridicule. Ah, je suis d'accord. Enfin, on va pas dire à Virginie, mais je suis non, d'accord. Virginie est toujours belle. Voilà. C'est tout? Ça sera tout Et pour votre aujourd'hui. choix? Duckface. Ah oui, moi c'est duckface. Bon, alors moi aussi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. À suivre, l'actualité canoise, dernière montée des marches, évidemment, les plus belles, mais aussi les plus moches robes, les bad tenues du jour. Et puis le vrai Vosges, journaliste qui rend la croisette complètement folle. Ce sera juste après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning et on se plonge ce matin, comme tous les matins pendant la quinzaine, dans l'actualité du festival. Avec vous, Laetitia, Laurénie, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Virginie. Bonjour. Alors on commence, Virginie, par toutes les news
autour de l'actualité cinématographique que Laetitia va nous expliquer dans un instant. Et tout d'abord, un journaliste qui s'est fait remarquer tellement que l'on puisse dire. Je peux vous dire que j'ai du dossier Barbara. On commence avec cet événement dont tout le monde parle sur Internet. On le surnomme le journaliste fou. Il s'agit de l'Ukrainien Vitaly Sediuk. Alors, il a tenté de se glisser sous la robe de l'actrice américaine America Ferrera, comme vous le voyez sur la photo. On regarde tout de suite la vidéo. Sur le deck, Jeff Arushol, America Ferrera. Alors, qu'est-ce qu'il lui a fait en fait? Alors, il a essayé de se glisser sous sa robe pour lui attraper la cheville. Malheureusement, il n'a pas réussi son coup, mais il s'est quand même fait remarquer puisqu'il a réussi à lui attraper gentiment la cheville, à lui frôler la cheville jusqu'à ce que la sécurité arrive et finalement réussisse à l'expulser tout gentiment. Mais ce n'est pas son premier coup de pub, Barbara. On l'a déjà vu faire ce genre de choses. Je vais vous proposer tout de suite de regarder une vidéo. C'était à Moscou pour la première de son film. Eh bien, il a essayé d'embrasser Will Smith et regardez tout de suite ce qu'il s'est passé. The only intelligent creatures in the universe, especially since we're not. Oh my God, a dream. There you go. There you go. Oh man, what the hell is your problem, buddy? Pourquoi il s'énerve? Il essaie de l'embrasser. Alors, pourquoi il s'énerve comme ça? Eh bien, tout simplement parce que le journaliste avait eu l'intention de faire un smack à Will Smith. L'embrasser sur la bouche, exactement. Et Will Smith, ça ne l'a pas plu. Alors, non, il lui a mis une petite tarte. Il lui a mis une petite tarte, mais je peux vous dire que tout de suite après, eh bien, il s'est excusé. Et du coup, le journaliste, ça lui a donné des idées. Puis il a continué sur sa lancée. Et voici, eh bien, au mois de juillet, au SAG Awards, où il s'attaque cette fois-ci à l'acteur Bradley Cooper. Un beau gosse plutôt sympa. Vous allez voir sa réaction. Regardez. Entre ses jambes. Il essaye de faire quoi? Gros pari, c'est essayer de mettre sa tête entre les jambes de l'acteur Bradley Cooper, que vous avez vu, il est plutôt cool, hein, il a bien réagi, simplement relevé il pour a lui aidé dire de partir. Mais en fait, il a rien d'un journaliste, quoi. Il fait que des gimmicks comme ça pour faire le buzz. Alors, il est officiellement journaliste, hein, sinon il serait pas dans tous ces festivals. C'est vrai, il a son passe d'entrée, son mais passe effectivement, presse. il a envie de se faire remarquer. Hein. C'est comme quand moi je suis venue en plateau, en robe, en drap, enfin. Vous faites partie de ceux-là. Non, mais encore. Heureusement pour moi, pas encore. Ne mettez pas la tête entre les jambes, Virginie. Bah, écoutez, je vais éviter, vous êtes en jupe en plus. Et voilà, mais il s'arrête pas là, il continue, et puis il s'attaque à d'autres grands acteurs comme Leonardo DiCaprio. Même concept, il nous fait penser à Frotman dans les 11 commandements. Regardez. Il réagit plutôt bien, Leonardo DiCaprio. Plutôt bien, hein, à croire que finalement on a l'habitude de ça et les acteurs ça les dérange pas vraiment. Hein, donc faites attention si la prochaine fois vous rendez à Cannes. Voilà. Si vous voyez ce journaliste, il faut m'arriver. se cacher. Laetitia, c'est pareil pour vous. Vraiment, faites très attention parce qu'il s'attaque à tout le monde. Hein. Il n'a peur de rien. Ça marche. Allez, toujours à Cannes, des animaux qui font leur star cette année. Et oui, exactement. Cette fois, il y a même des stars sur le tapis rouge et on va commencer avec l'équipe du film hongrois Fehér Isten qui est venu avec un guest plutôt poilu. Vous le voyez sur cette photo. Eh bien, il s'agit du chien star du film Body. Et pendant ce temps, eh bien, écoutez, du côté des marches, hein, on a le droit à une autre star avec l'actrice australienne Cate Blanchett, 2 Oscars dans les bagages que l'on a vu poser aux côtés d'un faux dragon, tel une vraie Khaleesi, à croire que cette année tout le monde devient fou de Games of Thrones. D'accord, oui, mais on les comprend, hein. Tout le monde est fou de Games of Thrones. Moi aussi, je suis complètement folle de Games of Thrones. Allez Virginie, le moment le plus attendu de cette chronique, c'est les plus moches tenues du jour à Cannes. Et oui, Barbara, je vous ai fait assez parlé des belles robes. Là, il faut parler. Effectivement, hein, quand on parle de Cannes, on parle de strass, de paillettes, de belles tenues et aussi de flops. Je vous ai préparé une sélection des pires robes cette année et on va commencer avec le top de la vulgarité. La palme du flop est attribuée à la reine du buzz, Nabila, et la cible des objectifs. La bimbo qu'on connaît pour son fameux « Allô, non mais allô quoi ?» a fait la gaffe que tout le monde attendait en laissant apercevoir son sein sous cette robe que vous voyez à l'écran. Laetitia, et puis, vous en pensez quoi? J'en pense rien. Mais ça, vous pouvez toujours décaler un peu le haut comme ça et puis vous ferez le buzz aussi avec un petit halo. On fait pas du tout dans la vulgarité chez nous, allez, on poursuit. Non, c'est toujours très classe. Mais en tout cas, elle a inspiré d'autres personnes, comme cette invitée à la première du film Haussmann. Cette personnalité est visiblement peu habituée du tapis rouge, hein, mais elle a réussi à troubler l'assistance. On le voit avec un décolleté, si on peut revoir l'image tout de suite, et puis une robe transparente, qu'on aurait pu éviter, faut le dire, Barbara. Enfin, peut-être que ça vous plaît. Non, moi je suis d'accord avec vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de robes transparentes
transparente cette année. Oui, c'est la mode, la dentelle, la transparence, les seins à l'air, j'ai envie de vous dire, sans être vulgaire. C'est Sophie Marceau qui avait lancé sans faire exprès. Mais malgré elle. Alors que là, c'est intentionné, c'est voulu. Et ce n'est pas tout. Je vous propose de regarder aussi l'actrice Frédéric Bell, actuellement à l'affiche de la comédie qui cartonne Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Eh bien, elle a fait une montée des marches très remarquée, elle aussi. C'est à l'occasion du film Saint-Laurent. Ne me remerciez pas, monsieur, ça me fait plaisir. On est toujours dans la transparence, dans le décolleté, et puis dans la fente, évidemment. On a beaucoup parlé de fente cette année. Je trouve ça pas terrible. C'est pas super joli. Non, c'est pas beau. C'était les flops de Cannes. D'accord. Merci beaucoup, Virginie. Avec plaisir. Restez avec nous. Mercredi 21 mai, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité ce matin. Les États-Unis exigent une enquête d'Israël sur la mort de 2 jeunes Palestiniens à Bétounia. La semaine dernière, une ONG a divulgué les images des affrontements. Tsahal dénonce un vidéomontage. La Syrie a démarré la destruction des derniers stocks d'armes chimiques, c'est ce que déclarent les États-Unis. Plusieurs mois de retard sur le calendrier prévu et 7% de l'arsenal toujours à détruire. Au Nigeria, le bilan est désormais définitif. 118 morts, 56 blessés dans le double attentat qui a frappé hier un marché très fréquenté de la ville de Jos. Les violences meurtrières se poursuivent donc dans le pays malgré la mobilisation contre les islamistes de Boko Haram. 20 gardes du camp d'extermination de Majdanek, bientôt sur le banc des accusés. C'est ce que souhaite en tout cas le parquet fédéral en Allemagne. Les enquêteurs des crimes de guerre nazis ont révélé avoir identifié 20 anciens gardes du camp de la mort, toujours en vie. Le procureur prépare une mise en accusation pour complicité d'assassinat. Et on continue avec l'actualité cannoise. Le Culture Mag a voulu revenir sur l'un des grands moments du début de ce festival. Il s'agit d'un documentaire syrien, vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle Eau argentée. Tout le monde est d'accord sur la puissance et la force de ce documentaire. Daniel Campos avec David Gomblin. C'est un film inattendu qui a suscité l'enthousiasme du public cannois et de toute la critique. C'est sous une salve d'applaudissements que Viam Simav et Osama Mohamed ont gravi les marches du Palais des Festivals. Eau argentée est en passe de devenir le phénomène docu de l'année. Un film politique, certes, mais aussi une belle aventure humaine. Bien qu'ils aient réalisé ce film ensemble, c'est pourtant à Cannes qu'ils se rencontrent pour la première fois. Eau argentée, un poème cinématographique, sombre et graphique, conçu par le cinéaste syrien en exil Osama Mohamed et la jeune syrienne kurde Viam Simav. Ces prises de vue du siège de la ville de Homs, terrifiantes, tout comme les 1001 images prises avec son téléphone portable, ont été transformées par Mohamed en un long métrage. Since the first moment, it was a revolution of images. Dès le début, ce fut une révolution en images, en cinéma. C'est comme si pour la première fois dans l'histoire syrienne, les gens votaient à travers le cinéma. D'accord, je m'imaginais que j'étais un brave défenseur de la vérité, des droits de l'homme, mais je les défendais depuis ma chambre, de la Cité des Arts à Paris. Donc j'ai ressenti le besoin de revenir en Syrie. Un film qui pose de nombreuses interrogations sur ce conflit. Le documentaire débute avec les révoltes, les émeutes anti-Assad, mais au fur et à mesure que le conflit s'enlise, Simav se demande si elle ne va pas finir tuée dans une cave aux mains d'un leader rebelle. Simav, really, as her first image, the open door. La première image de Simav, c'est la route ouverte vers Homs, je veux dire la route virtuelle vers la Syrie, que nous avons parcourue en faisant ce film ensemble. Je suis vraiment heureux d'avoir pu en être le co-auteur. Et je dois reconnaître que c'est moi qui l'ai suivi. Je lui ai couru après, en attendant ces images, bien sûr. Un film fait sur mesure pour les festivals et événements en faveur des droits de l'homme. Bien qu'il devrait être vu par tous, attention tout de même, ce film pourra choquer les âmes les plus sensibles.
Alors, cinéma toujours et Festival de Cannes toujours. Laetitia, avec tout d'abord la montée des marches d'hier soir. Marion Cotillard et les frères Dardenne à l'honneur. Ouais, tout à fait. Donc, c'était la présentation du film des frères Dardenne, les Belges. Le titre, c'est 2 jours, 2 nuits, avec une Marion Cotillard au meilleur de son jeu dans ce film. Elle incarne une ouvrière qui a 2 jours pour convaincre ses collègues de renoncer à leur prime, sinon elle perd son emploi. Donc une Marion Cotillard sans maquillage ni effet, totalement à contre-emploi. Elle avait par contre du maquillage hier et une jolie ou pas robe aux côtés des frères Luc et Jean-Luc et le nom m'échappe, les frères Dardenne. Donc voilà, sur le tapis rouge. Elle s'est pas rasé la tête, elle s'est attachée les cheveux sur le côté comme nous. Donc on va tout de suite regarder la bande-annonce de ce film 2 jours, 1 nuit. C'est pas Jean-Luc. T'es contente, t'as foutu la merde dans toute l'équipe? T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux. J'ai jamais dit ça. Tu n'as pas de cœur. Pourquoi tu veux pas essayer? Tu dois pas te laisser faire. Faut y aller. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. Excusez-moi de vous demander ça, mais pour moi c'est important de le voir parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail, à pas aller au chômage. La prime, nous, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a. Et je sais. T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric? Non, je la ferme pas, dégage. Jean-Pierre et Luc Dardenne, merci à la bande-annonce. Alors on a l'habitude de la retrouver, cette classe ouvrière dans les films des frères Dardenne, la difficulté de gagner sa vie. C'était déjà le thème de Rosetta qui était Palme d'Or en 99. Côté rumeur, ça fuse à Cannes. On a l'impression que Marion Cotillard obtiendra le rôle de la meilleure interprétation, le prix d'interprétation féminine. C'est votre sentiment aussi? C'est le sentiment en tout cas qu'il y a sur toute la croisette. Et puis d'autres pensent que le film fera peut-être l'histoire à Cannes, puisque ça serait peut-être la 3e Palme d'Or remportée par les frères Dardenne. Vous serez contente, puisque ce seraient des Belges qui remporteraient cette victoire. Mes compatriotes. Et on leur souhaite bonne chance. Voilà, on souhaite bonne chance aux frères Dardenne. Pour un très joli film, en tout cas. 1 nuit et à Marion Cotillard, voilà. Côté tapis rouge, toujours, puisque Virginie, c'était à votre tour d'être contente. Ryan Gosling, qui présentait Lost River. Vous étiez déjà tout excité hier à cette idée. Le film s'est fait incendier par la critique, désolé, dès sa première projection le matin. Le Toucan s'était pourtant déplacé pour jeter un œil au premier pas de réalisateur du bel acteur. On l'accuse d'avoir la folie des grandeurs. Sur ce tapis rouge, on retrouvait donc l'équipe du film sans Eva Mendes, la petite amie du réalisateur-acteur qui joue pourtant dans le film. Mais par contre, on retrouvait Sophie Marceau, magnifique, très amincie malgré tout, mais plutôt musclée, qui s'est jouée des photographes, qui a posé dans une magnifique robe bordeaux. Elle ne participe pas au film, mais elle était présente en tant qu'invitée. Elle aussi, peut-être, avait... Ouais, elle est très très maigre. Elle est maigre. Elle était impatiente de rencontrer Ryan Gosling en vrai, certainement comme toujours Virginie. Sublime. Malheureusement, on retrouvait aussi sur ce tapis rouge Adrien Brody qui lui mériterait bien un petit coup de pouce dans sa carrière. Depuis Le Pianiste, on l'a pas vraiment vu dans un film de qualité. C'est dommage puisque c'est un acteur qui est extrêmement talentueux. Voilà pour le tapis rouge de Lost River de Ryan Gosling qui était présenté dans la compétition Un certain regard. Voilà, ça c'était les films à l'affiche hier soir. Ce soir, le public pourra découvrir le dernier opus de Godard. Alors voilà, ça s'appelle Adieu au langage, mais lui ne sera pas présent. Alors on s'attendait à ce qu'il ne vienne pas. Il ne vient jamais, Jean-Luc Godard. Mercredi, et donc ce soir, Adieu au langage est présenté en compétition officielle. C'est le 7e film du cinéaste en 35 ans, mais aucun des films de Godard n'a rien remporté à Cannes. On va tout de même regarder une bande-annonce de ce Adieu au langage pour avoir une petite idée de ce que ça donne. Cette matinée est un rêve. Chacun doit penser que le rêveur, c'est l'autre. Je ne dis
dirais presque rien. Je cherche la pauvreté dans le langage. Alors voilà, non mais si on a un truc, voilà. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a encore à dire sur ce film? Est-ce qu'on en sait un petit peu pas grand-chose, hein, on n'en sait pas, on sait jamais grand-chose des films de Godard. Il se joue un petit peu de ces bandes annonces très mystérieuses. Voilà, on voit pas grand-chose. Et bon, Jean-Luc Godard a quand même ajouté que rien ne le fera venir à Cannes. Donc voilà. Pas vraiment de déception puisqu'on ne l'attendait pas forcément. Voilà, il ne sera pas là cette année, mais ce n'est pas une surprise. Merci beaucoup Laetitia, merci Virginie. Merci à vous de votre fidélité au Morning. Merci de démarrer tous les matins votre journée tout en info avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Portez-vous bien.